Que vous fassiez de l'automatisation, du code ou même du no-code, cette formation gratuite va vous être essentielle. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas très à l'aise avec la notion d'API et si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Car aujourd'hui, on voit ensemble, étape par étape et en profondeur, le fonctionnement d'une API, comment faire une requête facilement, comment créer même sa propre API et l'utiliser avec un logiciel d'automatisation ou même du code. Pour commencer, j'aimerais que tu t'imagines au restaurant, donc ça, c'est toi. Quand tu vas au restaurant, il y a la serveuse qui va t'apporter la carte du restaurant. Ensuite, tu vas faire ton choix de ton côté, tu vas dire « Ok, moi je veux ça ». Et une fois que ton choix est fait, eh bien la serveuse va revenir te voir et tu vas pouvoir lui donner ta commande. Elle va ensuite amener ta commande en cuisine, tout va se préparer là-bas. T'as pas besoin de savoir ce qui va se passer en cuisine, tu vas pas te poser la question de savoir si il y a telle sauce, quels ingrédients il faut. Non, parce que c'est la cuisine qui s'en occupe pour toi. Et puis ensuite, la serveuse, elle récupère ton plat et puis elle vient te l'apporter à table. Eh bien là, c'était l'exemple du restaurant, mais il faut imaginer que c'est exactement la même chose qui se passe quand deux applications veulent communiquer ensemble. Regarde, imagine que tu veux te faire livrer par Uber Eats. Tu fais donc une commande et le livreur va suivre un itinéraire pour t'apporter ta commande. Eh bien, dans ce cas précis, on a Google Maps et Uber Eats qui vont communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, Uber Eats va communiquer avec l'API de Google Maps pour que Google Maps renvoie l'itinéraire, donc le chemin à suivre, à Uber Eats. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, Uber Eats, il peut l'afficher au livreur pour que les livreurs sachent quel itinéraire suivre, combien de temps il lui faut, etc. Donc ça, c'est un exemple que tu utilises peut-être régulièrement, mais je vais te donner un autre exemple. Imaginons que j'ai une image qui a été importée par un utilisateur et j'aimerais savoir ce que c'est et donc avoir une petite description de ce qu'est cette image. Mais je ne peux pas savoir puisque ça a été importé par l'utilisateur, mais j'aimerais ajouter la description automatiquement. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être mettre en place une automatisation qui va venir demander à ChatGPT qu'est-ce qu'il y a sur l'image et puis ensuite, ça va répondre à mon automatisation et puis je pourrais donc ajouter une description à mon image tout simplement. Et donc maintenant, qu'est-ce que ça signifie API? Application Programming Interface. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est interface. Une interface, quand on pense à une interface, on pense souvent à ça, qui est le lien entre vous et une application. Imaginons que quand vous avez un bouton, et bien un bouton, c'est l'interface qui va vous permettre, vous, d'interagir avec une application. Et bien, l'API, c'est une interface qui permet à des applications d'interagir via de la programmation. Mais la programmation, c'est pas forcément que des lignes de code, ça peut être de la programmation no code avec un logiciel d'automatisation comme N8N, Make ou Zapier par exemple. Pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, on a donc une API de Google Maps. Eh bien, on va aller voir tout de suite sur Internet. Je vais taper API Google Maps et puis on va regarder comment ça fonctionne. Là, j'ai ceci. Ici, j'ai la description un peu des API disponibles et si j'ai besoin d'un itinéraire, ce sera certainement cette API que je vais devoir utiliser. Donc ici, j'ai toute la documentation de comment obtenir un itinéraire, demander d'autres itinéraires, etc. Et quand je clique, eh bien, j'ai la description de quel code je vais devoir envoyer, qu'est-ce que je vais recevoir en réponse et comment le faire exactement. Donc là, c'est un système peut-être un petit peu compliqué pour commencer, mais ça vous donne l'exemple que tout est disponible sur Internet. Quand les API sont ouvertes, vous pouvez communiquer avec n'importe quelle application. L'exemple que j'aimerais vous montrer, c'est l'API Fake Store. Donc je vais cliquer sur le troisième et donc il y a des gens qui se sont amusés à faire une fausse API d'une marketplace comme Amazon pour vous aider si par exemple vous voulez créer un site et que vous avez la flemme de faire un back-end pour tester, vous pouvez vous entraîner avec des données de test. Ça vous permet de lister les produits, de lister les utilisateurs, etc. Mais avant qu'on teste ça, j'aimerais vous expliquer un petit peu en détail parce que là, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incompréhensible. Pourquoi il y a get, il y a post, il y a delete, il y a patch? Je comprends pas. Donc je vais vous montrer un petit peu, je vais vous expliquer un peu plus dans le détail, vous allez comprendre. La plupart des API, ce sont des API REST et elles ont ce qu'on appelle des méthodes. Par exemple, get, post, put ou delete. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous visitez un site internet, en fait, vous faites appel à une API avec le type get par défaut, puisque par défaut, notre navigateur, il charge en get. Mais bien sûr, on peut envoyer d'autres types de requêtes. L'idée, c'est qu'une requête get sert à récupérer de l'information. Une requête post sert à envoyer de l'information, à créer quelque chose. Une requête put sert à mettre à jour quelque chose. Et puis, une requête delete sert à supprimer quelque chose. Donc, quand on peut récupérer, ajouter, modifier et supprimer quelque chose, a priori, on peut quasiment tout faire. Dans l'exemple de mon magasin, de mon fake store, j'ai une requête qui me permet de récupérer les produits. Vous voyez que c'est products. J'ai une requête qui me permet de créer un produit, de modifier un produit avec
put et de supprimer un produit. Vous aurez compris qu'il y a une méthode, vous comprenez peut-être un peu mieux ce que c'est get, post, put, patch et delete, mais il y a également donc une URL. Vous voyez que quand je vais sur un site internet, par exemple google.com, eh bien j'ai l'URL qui est google.com et là je viens de faire une requête get sur google.com. Pour voir les requêtes, pour comprendre comment ça fonctionne, on va faire clic droit et inspecter. Et donc on a cette fenêtre un peu bizarre qui s'est affichée, mais ce qui nous intéresse c'est l'onglet Network. C'est là qu'on va pouvoir voir quelles requêtes partent vers le serveur de Google. Si je ferme tout ça et que j'actualise la page tout simplement, eh bien je peux voir toutes les requêtes qui sont parties. Ce sont des requêtes HTTP. Et si je regarde par exemple la première requête, on voit que c'est une requête get. Ça s'affiche en vert avec un code 200, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Et l'URL de la requête c'est www.google.com. Donc là, on peut voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai chargé cette page. Eh bien tout simplement, mon navigateur a fait une requête get à cette URL là. Et si je regarde le résultat, eh bien le résultat, c'est la page de Google tout simplement. Si je regarde la réponse sous forme de code, eh bien en fait le code de la page de Google, c'est exactement celui qu'on voit ici. Je peux aussi regarder dans Timing combien de temps Google a mis à me répondre et on voit que ça a mis en tout 89 millisecondes. Donc ça c'est assez intéressant, c'est rigolo quand vous voulez voir la performance d'un site internet, voir en combien de temps il vous répond. C'est quand même intéressant en fait cet inspecteur parce que ça vous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe à chaque fois que vous faites quelque chose sur un site. Par exemple, sur Google, si je commence à taper bonjour, eh bien je vois que il y a plein de choses qui se sont passées au moment où j'ai tapé. Et si je regarde dans la réponse, je peux voir plein d'infos. Par exemple, Brico Dépôt, je vois parce que j'imagine que c'est quand j'ai tapé le B, etc. Potentiellement des complétions que le serveur de Google m'a envoyé directement pour que je puisse les afficher à l'écran. Là, c'est l'API de Google qui est utilisée par Google lui-même dans son client. Donc le client, c'est ce qui tourne dans notre navigateur. Et donc là, en l'occurrence, ça me permet d'afficher de la complétion et de proposer à mon utilisateur, par exemple, bonjour en espagnol. À chaque fois que je clique sur quelque chose, il y a plein de requêtes qui partent, une multitude de choses qui se passent et c'est assez intéressant de regarder. Par exemple, quand vous chargez une image, là, on voit que cette image a été chargée par le site Google. Bref, on va fermer ça. Je voulais vous montrer un petit peu en détail ce que j'ai écrit ici parce qu'en fait, souvent, quand on crée un site internet ou une application ou n'importe quoi, on a toujours un front-end et un back-end. Et entre les deux, il y a une API pour communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, le front-end, c'est ce qu'il y a côté client, c'est ce que vous voyez sur votre ordinateur et le back-end, c'est ce qui se passe sur le serveur. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand vous faites une requête avec votre navigateur? Eh bien, vous faites une requête HTTP, c'est ce qu'on vient de regarder sur Google et vous utilisez une méthode, donc get, post, put, delete, une URL, par exemple api-exemple.com/user, ça aurait pu être google.com. Vous avez potentiellement des entêtes, ça vous permet de mettre une authentification. Si par exemple vous êtes connecté et que ça c'est le code qui vous permet de garantir que vous êtes connecté, eh bien vous l'envoyez en même temps. Pareil, si vous faites un appel à l'API de ChatGPT d'OpenAI, eh bien vous mettez votre clé API dans les entêtes et ça vous permet de donner l'authentification. Et puis vous pouvez mettre aussi un core dans votre requête. Donc ça c'est valide que pour les requêtes post, put et delete, donc pas pour le get. En fait, quand vous récupérez une information, vous pouvez pas mettre de core dans la requête. Mais imaginons que vous voulez créer un utilisateur qui s'appelle Tim- et qui est né en 2004. Et bien dans ce cas-là, vous faites une requête post vers api.example.user par exemple, et puis vous mettez dans le corps de votre requête le nom, name, Tim, last name, et le year of birth, donc l'année de naissance à 2004. Ça, c'est toutes les informations qu'il y a dans une requête et c'est ce qu'on pouvait voir dans l'inspecteur juste avant, ce que je vous ai montré. Donc qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez fait une requête? Eh bien, le serveur, il va s'occuper de faire ce dont il a besoin, donc potentiellement, il va faire un appel à la base de données, il va utiliser du code pour récupérer les utilisateurs, etc. Peu importe, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passe parce que généralement, cette API, elle vous permet de communiquer avec une autre application ou alors avec votre propre application, donc de faire communiquer le front-end et le back-end, tout simplement. J'espère que c'est très clair pour vous. Maintenant, moi, j'aimerais vous montrer en pratique concrètement qu'est-ce qui se passe. Je veux qu'on fasse une requête, nous, ensemble, et qu'on essaye de la construire et de voir ce qui se passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser donc la FXStore API et je vais utiliser un outil qui s'appelle Postman. Donc, moi, je l'ai installé sur mon ordinateur. Donc, j'ouvre Postman et puis je vais pouvoir créer une nouvelle requête HTTP en cliquant sur le petit bouton HTTP request. Donc là, j'ai une nouvelle requête. On voit directement qu'on a la méthode ici qu'on peut modifier. On voit qu'on a la possibilité de mettre une URL ici et puis on a la possibilité de mettre des paramètres, de mettre des headers. Ça, c'est les entêtes dont je parlais tout à l'heure pour mettre l'authentification.
l'identification par exemple, et puis un body si on veut mettre un corps dans notre requête, par exemple en envoyant des informations également. Donc pour revenir à notre fake store, ici nous avons plusieurs méthodes que je vous propose de tester. La première, c'est une méthode get avec cette URL là. Donc on va tester déjà la première. Je vais donc copier l'URL, je la colle juste ici. La méthode c'est get, c'est donc tout bon. Je peux envoyer ma requête. Et là, je vais recevoir une réponse ici tout simplement. Ici, j'ai un code 200, donc il n'y a pas d'erreur, tout s'est bien passé. OK. Et puis j'ai une réponse qui m'a été envoyée par le serveur. Alors vous en faites pas, c'est peut-être un peu bizarre, ça ressemble à du code et en fait c'est très facile à comprendre. Regardez, ici on a le statut de la requête et on me dit que c'est success. Super. On a également un message. Here you go, you receive 50 products. Donc c'est bon, vous avez reçu 50 produits. Products. Et donc là, on a des crochets, ce qui signifie que c'est une liste. On a une liste de produits, de plusieurs produits. Donc ça, c'est un produit. Ça, c'est un produit. Le troisième est également un produit. Et si je regarde, par exemple, sur la première, on a une image. Et donc si je clique, je fais commande, clic ou contrôle clic si vous avez un Windows, eh bien, je vais pouvoir voir l'image, en l'occurrence. C'est cool, c'est un casque audio. Et si je regarde, effectivement, Sony, Bluetooth, wireless, over ear. Et ici, j'ai la description du produit, j'ai le prix, j'ai la marque, le modèle, la couleur, la catégorie et est-ce qu'il y a une réduction. En l'occurrence, peut-être qu'il y a 11% de réduction. Je ne sais pas si c'est un pourcentage ou autre, mais peu importe. En l'occurrence, là, ça nous permet d'avoir des données d'une boutique en ligne complète et on va pouvoir utiliser ces données pour les afficher plus tard. Donc moi, j'ai envie de créer un produit, donc je vais utiliser la requête API Products. Donc pour ça, je vais aller voir la documentation. Vous vous souvenez, le menu dans le restaurant. J'avoue que je connais pas tout à fait par cœur cette API, donc je vais pouvoir regarder comment on fait. Donc imaginons que je veuille créer un produit. Donc add a product, créer un produit, donc ajouter un produit. Et ici, on me dit la requête qu'il va falloir faire. C'est assez sympa là parce qu'ils m'ont quand même donné le code qu'il faudrait exécuter si j'avais voulu écrire du code. Mais imaginons que je veuille le faire dans Postman, eh bien je vais pouvoir le faire puisque c'est très facile à comprendre ce code. Regardez, ici on a l'URL. Si je prends l'URL, je peux la copier et la coller. Donc là, c'est exactement la même. La méthode, c'est post, effectivement, parce que je veux créer un produit. Donc je crée quelque chose, je mets post. Ensuite, je veux des headers. Donc là, il n'y a pas spécialement besoin de le faire. Et ensuite, j'ai un body. Donc je donne un contenu de ma requête. Et donc ici, qu'est-ce que je veux envoyer? Un title, une brand, un modèle, une couleur, etc. Donc là, c'est pour créer un produit. Et donc imaginons qu'on veuille créer Apple Vision Pro comme il me le propose dans l'exemple. Eh bien, je vais me mettre dans body, donc pour le corps de la requête, dans row au format JSON. Et donc là, je vais pouvoir coller ce qu'on m'a proposé. Donc avec des JSON, il va falloir rajouter des guillemets pour utiliser le JSON correctement. Et donc maintenant qu'on a toutes nos guillemets, normalement, je vais pouvoir ajouter Apple Vision Pro. Si maintenant j'envoie ma requête, on va avoir une réponse. Et là, on a en l'occurrence bad request. Alors pourquoi on a bad request? En l'occurrence, il y a un petit problème au niveau du nombre. Il s'attendait à recevoir une chaîne de caractères, il a reçu un nombre. Donc il aurait fallu peut-être que je mette des guillemets autour de ça. Et si j'envoie à nouveau ma requête, effectivement, c'est un succès. Apple Vision Pro a été ajouté avec l'ID 150. Donc il m'explique que là, ils l'ont pas vraiment fait. Vous doutez bien que ce serait un sacré bazar si tout le monde pouvait ajouter des produits sur une base de données publique. Donc en l'occurrence, voilà, ça aurait ajouté un produit si jamais j'étais authentifié et que c'était un vrai service. Un truc que je voulais vous montrer que j'utilise très régulièrement, c'est par exemple sur l'API OpenAI, donc l'API de ChatGPT. Si on regarde, on va aller voir la documentation. Donc OpenAI API. Et donc si je regarde, je sais qu'il y a référence API, voilà. Et il y a des choses assez intéressantes, notamment la possibilité de transcrire un fichier audio de manière vraiment très qualitative. Et je sais que je l'ai beaucoup utilisé. Donc si je regarde un petit peu de quoi on a besoin de audio et on a besoin de créer une transcription. Donc là, il faut que je fasse une requête post à HTTPS API OpenAI V1 Audio Transcription. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai préparé. Et donc dans mon body, je vais pouvoir mettre un fichier audio. Je vais pas vous montrer ce que j'ai mis dans les headers puisqu'il y a ma clé API et vous risquez de me piquer mes informations. Mais voilà, cette requête-là, si je l'envoie, eh bien, elle me renvoie une transcription complète d'un fichier audio très qualitative. Et ça peut être utile si vous voulez par exemple transcrire des cours, des conversations téléphoniques, etc. Également, autre chose que je voulais vous montrer sur Postman, c'est que quand vous faites le petit bouton code qui est ici, eh bien, vous avez le code qui est automatiquement rédigé pour vous à partir de ce que vous avez mis ici. Par exemple, si je mets de nouveau Fake Store API Products et que je fais send, etc. Eh bien, ici, je peux voir le code. Si je me mets par exemple dans le langage que j'ai envie, donc par exemple JavaScript fetch, eh bien ici, je peux voir comment j'aurais fait ma requête tout simplement au serveur avec du code. Donc ça, c'est hyper pratique. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment ça se passe dans un logiciel d'automatisation et vous allez voir, c'est exactement pareil. Simplement, l'interface
l'interface est un peu différente, on va utiliser N8N. Me voilà sur N8N, j'ai créé un nouveau workflow et ici, je vais pouvoir faire un trigger manuel. Ça veut dire que quand je clique, ça va lancer l'automatisation. Et puis, je peux ajouter HTTP request. Et là, c'est exactement ce qu'on vient de faire dans Postman. On peut définir une méthode, on peut définir une URL, on peut définir une authentification avec plein de types d'authentification prédéfinis, ce qui est assez pratique sur N8N. Et puis, on peut envoyer également un body, donc avec des informations, des headers, etc. Ce qui fait que avec une requête HTTP et une documentation d'API, eh bien, vous pouvez faire n'importe quoi avec n'importe quelle application et puis faire des chaînes comme ça qui se suivent avec plein de requêtes HTTP qui vous permettent d'interagir avec plein d'outils. Par exemple, imaginons que quand il y a un nouveau client qui remplit un formulaire, eh bien, vous vouliez lui créer un dossier sur Google Drive, lui envoyer un email, etc. Eh bien, vous pouvez le faire automatiquement avec les API. Alors, bien sûr, il y a des outils qui sont préconfigurés sur les logiciels comme N8N avec plein d'outils. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça ne repose quasiment que sur des requêtes HTTP. Et en fait, tous les outils, ils communiquent avec N8N via leur API. Donc en fait, vous pourriez très bien utiliser que ce bloc-là, le bloc HTTP request, et faire toutes vos requêtes à des outils via ça. Évidemment, il y a des moyens plus pratique de le faire en utilisant tous les blocs qui sont déjà conçus, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez pas construire vos propres blocs grâce à des requêtes HTTP. D'ailleurs, j'aimerais vraiment vous montrer comment nous, on pourrait créer notre propre API avec N8N. Donc, du coup, je vais supprimer tout ça. Et en fait, on va utiliser le bloc de trigger qui s'appelle onWebCall. Et donc, ici, c'est quand je reçois une requête HTTP. Vous voyez que, par exemple, si je veux que la méthode ce soit un post, eh bien, je peux dire que c'est l'API qui va s'appeler coucou. Et donc, quand quelqu'un va faire une requête sur cette URL-là, donc on va pouvoir tester avec Postman, on va créer notre API et on va tester avec Postman. Eh bien, on lui répond immédiatement et on déclenche une automatisation. Donc on va la tester maintenant, cette API. Donc je vais enregistrer et activer le workflow et également je vais copier l'URL dont j'ai besoin, donc la production. En cliquant ici, eh bien, quand je vais aller dans Postman, je vais pouvoir créer une nouvelle requête. Je vais coller l'URL qui m'a été donnée et si je fais envoyer, eh bien là, je vois que là, j'ai une erreur puisque this webhook is not registered for get request. Ça veut dire, en fait, que je n'ai pas fait la bonne requête. Vous vous souvenez, j'avais défini la requête à post. Donc, du coup, je peux choisir post et je peux renvoyer ma requête. Et là, on me dit workflow has started. Ça veut dire que en faisant une requête sur cette API, j'ai déclenché un workflow sur N8N. Et si je regarde dans mes exécutions, effectivement, à 10h48, il est très exactement 10h48, eh bien, il y a une exécution qui a été déclenchée puisque j'ai reçu une requête sur coucou. Vous voyez que si je le refais 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, regardez, si j'attends un petit peu, on voit que 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 exécutions qui ont été déclenchées via ma requête. Donc là, c'est vraiment magique. Vous pouvez derrière lancer des choses, répondre des informations, faire plein de choses à partir de l'API que vous venez de créer. En fait, un webhook, c'est comme si vous aviez créé votre propre API sur N8N. J'espère que vous avez tout bien compris. Maintenant, je vais essayer de rester le plus clair possible et que vous compreniez tout dans une application, dans concrètement comment on fait avec du code, comment on crée une API et tout ça. En fait, même si vous faites pas de code, ça va vous intéresser parce que aujourd'hui, on a des outils IA qui nous permettent de coder automatiquement, etc. Mais parfois, les IA, elles font n'importe quoi, elles créent des problèmes et souvent, c'est très difficile de les corriger parce qu'elles ont tendance à très vite tourner en boucle. Et donc, si vous comprenez comment fonctionnent les choses, eh bien derrière, vous pouvez comprendre comment corriger les IA et c'est ça qui est important. C'est pas spécialement de savoir coder soi-même, c'est de comprendre comment ça marche pour pouvoir débugger soi-même. On va juste le faire ensemble et vous allez comprendre dans le détail comment ça marche. Dans une précédente vidéo, j'avais créé cette application, donc je vais me connecter tout simplement, qui permet de créer sa liste de courses. Et donc là, par exemple, si j'ajoute test, si j'ajoute tomate, si j'ajoute salade, eh bien ça s'ajoute tout simplement et je peux également supprimer des choses. Eh bien moi j'aimerais créer une API pour qu'on puisse ajouter un élément et supprimer un élément et puis ensuite faire avec N8N par exemple un agent IA qui, je vais lui donner une recette et va automatiquement ajouter tous les éléments dont il y a besoin à ma liste de courses. Ça pourrait être un truc vraiment hyper cool, donc on va le faire tout de suite. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est une petite documentation pour mon API. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire et comment? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir récupérer ce qu'il y a dans ma liste de courses et de pouvoir créer et supprimer des éléments. Donc, je vais pouvoir faire une requête get pour récupérer les éléments dans ma liste de courses. Je vais pouvoir faire une requête delete pour supprimer quelque chose dans ma liste de courses et je vais pouvoir également faire une requête post pour pouvoir ajouter quelque chose dans ma liste de courses. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me faire une API, par exemple. Je pourrais me dire que c'est
sur, par exemple, /API, /V1, imaginons que je mette des versions sur mon API, /products, parce que c'est les produits qui sont dans ma liste de courses. Et puis, je pourrais faire également API /V1 /products /2.id. Alors là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de définir un paramètre. C'est par exemple, si je me dis /product /6, eh bien, là, je récupère le produit numéro 6. Eh bien, là, je récupère la liste de tous les produits et là, je récupère le produit numéro 6. Donc là, ce que j'ai fait, c'est un delete sur l'ID. Donc si par exemple j'avais mis 6, eh bien je supprime le produit numéro 6. Ce que je peux faire également, c'est la méthode post. Et donc la méthode post, elle peut se faire aussi sur API V1 products, tout simplement. J'ai pas besoin de dire que je mets un produit en particulier puisque je crée un produit et je n'ai pas encore son numéro. Donc je pense que c'est intéressant. Et donc là, je vais documenter un petit peu. Je veux que cette requête, elle me permette de récupérer la liste des produits. Celle-ci va me permettre de supprimer le produit numéro 6 et celle-ci va me permettre de ajouter un produit. Ce qui m'intéresse dans celle qui permet d'ajouter un produit, c'est que je vais avoir besoin potentiellement de mettre des informations dans ce que je mets. En l'occurrence, j'ai que le nom du produit. Donc, comment je ferais? Là, je vais mettre du JSON. Et ce que j'attends, eh bien, c'est par exemple name pour le nom du produit et je mets tomate. Et là, j'oublie pas les guillemets ici. Et donc, voilà, j'ai écrit du JSON. Et c'est ça que je veux envoyer à mon API pour ajouter un produit, tout simplement. Quand je supprime un produit, j'envoie pas d'informations, j'envoie juste à l'URL avec l'ID du produit, donc le numéro du produit. Et quand je veux récupérer la liste des produits, ça pourrait typiquement ressembler à une réponse de ce style, par exemple en mettant message OK, et puis j'envoie la liste des produits, donc products. Ici, je fais une liste, donc pour faire une liste, je mets un crochet. Et le premier truc, il a potentiellement l'ID numéro 1, et puis il a également un nom qui est de la salade. Et également, j'ai peut-être dans ma liste un deuxième produit, donc qui a peut-être l'ID 2. Et puis c'est par exemple fromage et je peux fermer mon accolade. Et donc voilà, je viens d'écrire un exemple de réponse de mon API. Et bien quand je demande la liste de mes produits, ça pourrait me renvoyer un message qui me dit OK. Et puis products qui est en fait une liste et qui contient des éléments, des produits qui sont dans ma liste de courses. Là, je vais mettre réponse. Et si je copie ceci, je vais pouvoir donner également la réponse de quand je fais un delete. Et donc pour ceci, je vais donc mettre à nouveau réponse. Et je peux dire que par exemple, ici, le message, c'est product deleted. Par exemple, le produit a été supprimé. Et puis, si je regarde aussi ma requête ajouter un produit, donc là, je peux dire que c'est le body. C'est pas la réponse que va me donner mon truc, c'est ce que je lui envoie, en fait. En l'occurrence, ici, je n'envoyais rien et ici, je n'envoyais rien non plus. On a donc notre API pour les produits, notre API pour supprimer un produit et notre API donc pour créer un produit. Je peux également définir la réponse. Et pour la réponse, par exemple, je pourrais dire que c'est product created. Et puis, je vais mettre, par exemple, l'ID du produit qui a été créé. Donc, par exemple, l'ID 3, puisque c'est peut-être le troisième produit à être créé. Ou alors, quelque chose de plus propre pourrait être de renvoyer le produit complet en disant product. Et en l'occurrence, j'ai créé donc les tomates. Donc, si je fais un exemple, ça pourrait être ceci comme réponse. Donc, ID 3 et name tomate, tout simplement. Quand je crée un produit, ça peut me renvoyer ça. Donc là, je pense qu'on est bon pour notre documentation. On a créé la documentation de notre API. Donc là, on va vraiment rentrer un peu plus dans le dur. On va coder l'API pour que on puisse créer des produits, tout simplement. Alors, il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié. C'est qu'il faudrait, par exemple, une clé API dans les headers. Donc, je pourrais mettre, par exemple, API key. Et ça contient des lettres aléatoires qui représentent notre API key. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire pour créer mon API? Je vais me faire une petite to-do list. Donc, je vais mettre, ça c'est mon plan. Dans un premier temps, j'aimerais bien faire en sorte qu'il y ait une clé API pour un utilisateur parce que mon utilisateur actuellement, il n'a pas de clé API. Donc, comment je fais si je veux pouvoir authentifier quand même les requêtes, c'est-à-dire que tout le monde ne puisse pas accéder aux produits de tout le monde. Je veux quand même qu'il y ait une petite sécurité. Donc, il va falloir que je crée un système de clés API. Pour ça, moi, j'imagine que je vais devoir donc créer une colonne dans ma table utilisateur pour stocker la clé API. Une fois que ça c'est fait, je pourrais faire en sorte que quand je crée un utilisateur, et bien automatiquement ça met une valeur aléatoire. Et puis ensuite, j'aimerais que cette clé API s'affiche dans l'interface pour que je puisse l'utiliser. Donc ça, c'est la première étape, créer le système de clé API. Et une fois que j'ai créé mon système de clé API, et bien je vais créer donc peut-être l'API get. Et puis je vais faire la même chose pour le delete et pour le post. Voilà, à la fin j'aurai mon API. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tester avec Postman.
Donc ça, peut-être que je vais le faire même pendant que je crée une API. Pour créer mon API GET, eh bien, je vais créer une route, c'est-à-dire créer l'URL, en fait. Dans cette route, je vais peut-être vérifier qu'il y a une clé API. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vérifie que cette clé API, elle est associée à un utilisateur et si c'est le cas, je récupère le numéro de cet utilisateur. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, je liste les produits et je renvoie une réponse, tout simplement. Après, je pourrais tester donc avec Postman, j'ai fait une erreur, et ensuite je pourrais tester dans N8N, tout simplement. Là, de la même manière, pour le delete, je vais pouvoir faire exactement la même chose. Donc, je pourrais faire également des copier-coller, potentiellement. Donc là, je crée une route, je vérifie qu'il y a une clé API, je vérifie que l'utilisateur récupère son numéro. Ensuite, je supprime le produit. Et puis, je renvoie une réponse et je peux tester. Également, je vais faire la même chose pour le post, sauf que à la place de supprimer, je vais créer le produit. Et voilà. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Si j'ai fait ça, après, j'ai la possibilité de créer l'agent N8N. Donc pour ça, il va falloir que je lui crée des outils. Donc créer les tools, les outils que je vais lui donner pour pouvoir interagir avec mon API, liste, suppression et création. Donc peut-être que j'ai été un petit peu dans le détail pour ma to-do list, mais vous allez voir, c'est assez pratique et c'est très satisfaisant en fait de cocher les cases et c'est ce qui permet d'être très efficace en fait. Donc du coup, j'ai créé mon plan, j'ai plus qu'à suivre les étapes, j'ai tout ce qu'il me faut pour créer mon API. Donc créer une colonne dans ma table pour stocker la clé API. Ok, donc là, je vais aller regarder dans mon code à quoi ressemble ma base de données actuellement. Pour l'instant, si je regarde dans ma base de données, ok, j'ai donc une table avec les utilisateurs, une table avec les sessions et une table avec la liste, donc les articles. En l'occurrence, je veux créer une clé API, donc je vais mettre peut-être une colonne API key qui est un texte qui ne peut pas être nul, donc je vais juste laisser ceci. Donc là, j'ai créé une colonne API key. Ok, qu'est-ce que je peux faire ensuite? Créer la colonne dans ma table. Ça, c'est bon. Donc, pour pouvoir la créer, finalement, je vais pouvoir supprimer ma base de données et la recréer. Donc, avec cette colonne, je peux tout simplement faire exécuter node db.js et là, ça recrée ma base de données, mais avec cette colonne. Il n'y a pas eu d'erreur, donc je me suis pas trompé. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai besoin que quand je crée un utilisateur, ça génère une API, une clé API aléatoire automatiquement. Donc, comment ça se passe quand je crée un utilisateur? Eh bien, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que l'utilisateur n'est pas connecté. Forcément, il arrive sur la page de login. Donc, il clique sur Sign in with Google. Donc, il est redirigé vers login/Google. Si je regarde dans mes routes, login, Google, ok. Si je regarde login Google, donc on a un dossier callback et on a un fichier plus serveur. Donc là, c'est ce qui se passe au moment où la personne se log. Bon, là, c'est un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut se dire, c'est que au moment où Google va revenir vers nous, eh bien, il utilisera le callback et donc c'est potentiellement ici que mon utilisateur va être créé. Donc, à la création de mon utilisateur, on voit qu'il y a insert into user, donc insérer dans la table utilisateur le Google ID, l'email, le username. Et donc là, en l'occurrence, ce que je vais pouvoir faire, c'est insérer également une API key. Donc je rajoute un paramètre avec un point d'interrogation et ici, je veux générer aléatoirement une API key. Donc comment je fais pour générer une valeur aléatoire? Eh ben, je ne sais pas. Ça tombe bien, je vais regarder sur internet Node.js random string. Donc là, j'ai trouvé une petite fonction qui va pouvoir me permettre de faire ce que je veux. Donc je vais copier. En l'occurrence, je la colle ici. Donc, je vais pouvoir utiliser create random string derrière. Create random string, je veux 20 caractères aléatoires. OK. Et si j'enregistre, normalement, quand je vais créer mon compte maintenant, donc je vais aller créer mon compte. Donc, je retourne sur login Google. Je sélectionne mon compte Google. Et là, à ce moment-là, voilà, mon compte a été créé. Il n'y a pas eu d'erreur. Donc, normalement, j'ai une clé API. On va voir si c'est bien le cas, tout simplement parce que la prochaine étape qu'on doit faire, donc là, quand je crée un utilisateur, ça génère la clé API aléatoire. Normalement, ça, c'est bon. Et on va vérifier en affichant la clé API dans l'interface. Comment je fais pour afficher la clé API dans l'interface? Si je retrouve mon fichier d'interface, donc là je suis sur quoi? Je suis sur juste, il y a pas d'URL, je suis sur la page d'accueil. Donc il va falloir que je remonte dans le fichier le plus haut. Et ici voilà, j'en suis à cet endroit-là puisque vous voyez il y a le bouton, il y a liste de courses, le bouton se déconnecter, liste de courses, le bouton se déconnecter. Ça ressemble bien à la page sur laquelle on est. Donc là j'aimerais bien afficher la clé API sur cette page-là. Comment je fais? Eh bien j'ai une fonction dans mon plus serveur.js qui me permet de charger les éléments au départ.
Ce que j'aimerais charger, c'est également la clé API, tout simplement. Donc du coup, ma clé API, elle est dans mon utilisateur. Donc je vais faire const user est égal à, donc là, comment je fais? Je vais faire une requête SQL pour récupérer tout simplement ma clé API. Donc là, je fais connection.prepare select from list where, donc c'est pas la liste que je veux sélectionner, c'est les utilisateurs. Donc select from user, et qu'est-ce que je veux sélectionner comme colonne? Je veux sélectionner API key. Donc select API key from user where user ID est égal à, est-ce que c'est bien ça? Non, c'est where ID tout simplement. C'est pas user ID, je suis dans la table du user. Là, ça aurait été dans la table user ID si je voulais chercher dans les sessions ou dans les listes. En l'occurrence, c'est juste ID dans la table user. Donc where ID est égal à, et ici je peux mettre locals.user.id. OK. Et donc là, je renvoie à la fois course avec la liste de courses et je peux renvoyer API key qui est donc user.API key. Si j'enregistre, normalement, je n'ai pas d'erreur. Si j'actualise, effectivement, je n'ai pas d'erreur. Et je veux afficher donc mon API key. Donc là, je vais mettre tout en bas et je mets par exemple un titre de rang 2 et je dis API key et juste en dessous j'ai envie d'afficher la clé API. Donc, je vais faire tout simplement un petit paragraphe et puis je vais mettre entre crochets comment je fais pour récupérer les données qui viennent de mon serveur, donc data, et donc c'est data. Et qu'est-ce que je veux récupérer dans data? Eh bien l'API key tout simplement. Là logiquement, si je reviens sur mon application, eh bien j'ai quelque chose et effectivement j'ai rien, donc j'ai dû me planter quelque part. Il va falloir que je vérifie où est le problème. Donc en allant ici, je pourrais peut-être console.log la réponse de ma base de données. Ça pourrait peut-être m'aider, donc on va voir si ça m'aide. Je vais faire console.log de user pour voir ce qui se passe au moment où je charge ma page. Et là, on voit que j'ai effectivement API key, et quelque chose qui s'affiche. Donc là, je devrais logiquement avoir l'information ici. Je ne comprends pas pourquoi je l'ai pas. Donc en l'occurrence, user.API key, ça y est, je vois où est le problème. Regardez, là j'ai une liste qui contient un objet qui contient une API key. En fait, c'est le premier élément de la liste qui m'intéresse. En fait, c'est pas user, c'est users parce que c'est une liste. Donc la liste des utilisateurs, dans la liste des utilisateurs, je prends le premier. On commence à 0 en programmation, donc c'est le numéro 0. Et ensuite, je récupère son API key. Là maintenant, si je reviens sur ma page, que j'actualise, j'ai une erreur. User is not defined. Voilà, ici le console log, j'ai utilisé user alors qu'il n'existe pas. C'est user avec un S maintenant, mais a priori, je n'ai plus besoin de mon console log, donc je peux effacer et enregistrer. Là, je n'ai plus d'erreur. Si je reviens ici et que j'actualise, effectivement, j'ai ma clé API qui apparaît ici. 20 caractères, je me rends compte que c'est pas beaucoup, c'est peut-être pas assez sécurisé, donc on va s'amuser à l'augmenter. Si je regarde dans la création, vous vous souvenez de l'utilisateur, c'est à cet endroit-là, insert into. Donc là, au lieu de 20 caractères, je vais en mettre 40. Ça me paraît être un peu plus sécurisé, donc je vais supprimer ma base de données pour pouvoir relancer tout et recréer de zéro. Et ensuite, je vais recréer ma base de données et je relance mon application. Là, si je reviens, ok, je me connecte et ici, effectivement, j'ai une nouvelle API key qui est beaucoup plus longue, donc ça me paraît assez sécurisé. C'est très cool. Maintenant, il va falloir qu'on passe à l'étape suivante. Donc, je vais reprendre mon plan. Est-ce que je peux l'afficher dans l'interface? Oui. Donc, on a créé le système de clé API. Ça, c'est bon. Maintenant, il faut qu'on crée l'API GET. Ok? Donc là, on va aller regarder un petit peu la documentation et de quoi on a envie. On a envie que, à partir de l'API key et quand on fait une requête sur GET API V1 products, ça récupère la liste des produits. Ok? Donc, comment je fais ça? Eh ben, je vais aller dans mes routes ici et dans mes routes, j'ai quoi? J'ai juste login et ma route principale. Donc là, je vais créer un dossier API tout simplement, puisque je veux que ce soit /API. Ok, /API quoi? /V1 /products. Donc dans API, je crée un dossier V1 et dans V1, je crée un dossier products tout simplement. Et donc maintenant, logiquement, quand je crée un fichier plus serveur.js, donc là, je vais créer ma première fonction qui répond à une méthode, donc la méthode get en l'occurrence. Donc je vais vers export function get. Donc là, je crée ma fonction avec mes paramètres, etc. Et je vais retourner une réponse. Je vais retourner au format JSON. Le JSON, vous vous souvenez, c'est exactement le format dans lequel j'ai écrit ici. Et donc, j'ai envie de retourner quelque chose qui ressemble à ça. Donc ce que je vais faire, c'est JSON. Donc là, il faut que j'importe la fonction JSON de SvelteKit et je vais répondre OK, par exemple, dans un premier temps, juste pour voir si ça fonctionne. Donc là, j'ai juste créé une API qui fait répondre juste OK. Elle fait que ça. C'est très très simple, mais on va déjà voir si ça fonctionne. Donc si je regarde sur Postman et que je vais appeler cette API, donc pour l'appeler, comment je fais? C'est une méthode get, on se souvient. Ensuite, je suis, donc comment j'ai lancé mon application sur localhost 5173. Donc c'est cette URL là. Ensuite, je vais sur API, V1 et sur products. Maintenant, si je fais envoyer, effectivement, ma réponse c'est OK. Donc tout a fonctionné très bien. J'ai réussi à créer mon API quand même.
même une bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir que je la fasse fonctionner cette API pour qu'elle me réponde la liste des produits quand même, parce que sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc pour ça, il va falloir que je suive les étapes que j'ai écrites. Donc créer une route, ça c'est fait. Vérifier qu'il y a une clé API. Ok, donc là, comment je fais pour vérifier qu'il y a une clé API? Eh ben, j'ai besoin de request.header. Donc request, là c'est pour récupérer le corps de la requête de l'utilisateur. Et donc si je vais dans request.headers, si je vais déjà à console log juste la request, juste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et on va essayer de comprendre un petit peu ensemble. Console.log. Et si je fais à nouveau donc ma requête avec Postman, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vois pas mal de choses. Je vois la méthode de la requête, l'URL, les headers. Et donc du coup, je vais prendre request.headers du coup parce que je vois que c'est ça qui m'intéresse. Request.headers. Et moi, je me souviens plus exactement. Donc, je vais envoyer la requête. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, j'ai accès aux headers. Et imaginons que je veuille accéder au user agent. On va essayer de voir ce que ça donne. .user agent. Si, donc là, ça fait un peu n'importe quoi. Il faudrait que je mette des crochets. .user agent. Et là, si je fais envoyer, est-ce que, donc non, là, ça m'affiche undefined. Donc, en fait, il faudrait que je fasse, il me semble, autrement. Donc, .get, à mon avis, user agent. Je pense que comme ça pourrait marcher. On va voir ce que ça donne. Si je fais send, est-ce que là, je l'ai? Oui, effectivement, je l'ai. Donc, c'est pas user agent qui m'intéresse. Là, on voit que c'est Postman qui a fait la requête. Donc, c'est assez intéressant, hein. Dans une requête, on a le navigateur qui a fait la requête. En l'occurrence, c'est Postman. Mais si j'avais, on va essayer d'ailleurs, si j'avais utilisé un vrai navigateur. Donc, si je me mets dans Postman, je vais aller copier cette URL là et je vais aller dans mon navigateur. Je colle. Et là, quand on regarde, donc là, mon navigateur a fait une requête get automatiquement. On voit qu'on a la réponse OK. Et si je regarde donc dans ma console, effectivement, je vois que ça a utilisé Mozilla 5.0, Macintosh, Apple WebKit, Chrome, etc. Donc là, ça me permet d'avoir le détail du navigateur de la personne rien qu'en utilisant le user agent. En l'occurrence, c'est pas ce header-là qui m'intéresse, c'est le header API key puisque j'aimerais vérifier que la personne est bien authentifiée, qu'elle a bien mis son API key. On se souvient ici, je voulais mettre le header qui ressemble comme ça à API key. Donc là, je vais copier ce header là et je vais le mettre tout simplement ici. Et là, à nouveau, je lance ma requête avec Postman et si je regarde ici, j'ai null. Null, ça veut dire que, non, API key ne contient rien. Donc c'est un problème. Donc là, il faut que je vérifie que API key n'est pas nul justement. If API key est égal à nul, dans le cas où c'est nul, tout simplement, eh bien dans ce cas-là, je vais retourner une réponse d'erreur. Je dis erreur, par exemple, je sais pas quel code d'erreur il faudrait mettre. Donc en cas de problème d'authentification, c'est unauthorized code erreur unauthorized pour dire que c'est pas autorisé. C'est 401. Voilà. Donc là en l'occurrence, je vais pouvoir répondre tout simplement et avec le code en disant par exemple status 401. Donc là peut-être que j'ai pas besoin de mettre les guillemets. Si j'enregistre, est-ce que j'ai le problème qui apparaît? Là, si je fais envoyer, effectivement j'ai unauthorized avec un code 401. Ça veut dire que je ne suis pas autorisé. Donc si je regarde et que je mets un header, si j'ajoute un header et que je mets une API key, par exemple, que je mets coucou, je fais envoyer. Et là, je n'ai plus unauthorized. Pourquoi? Parce que ici, je mets unauthorized que dans le cas où API key est nul, tout simplement. Donc maintenant, il va falloir que je récupère l'ID, donc le numéro de mon utilisateur en fonction de cette clé API. Comment je fais ça? Eh bien, tout simplement, je vais faire une requête SQL. Donc là, je vais un peu m'inspirer de ce qu'il y a écrit ailleurs. Donc là, je vois que la connexion à la base de données se fait comme ça. Donc je vais copier. J'ai ma connexion à la base de données. Ensuite, comment je fais pour faire une requête, pour récupérer la liste de courses? Eh ben, exactement comme ceci. Ça m'intéresse. Je copie et je le colle. Je vais le faire à l'intérieur de mon code ici. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de récupérer l'utilisateur en question. Je vais créer une autre requête et je vais dire users. Donc, la liste des utilisateurs, en l'occurrence, il y en aura un seul. Mais je vais sélectionner. Je veux sélectionner quoi d'ailleurs dans mes utilisateurs? Je veux juste son ID. C'est tout ce qui m'intéresse parce que après, avec l'user ID, je pourrais lister tous les articles qui lui appartiennent. Donc du coup, je veux l'ID de mon utilisateur. Donc je select ID from users. Je crois que c'est users avec un... Ah non, c'est user sans S. Donc c'est juste user. Where ID est égal à... Donc c'est pas where ID, hein. Je recherche via l'API key. Donc where API key est égal à... Donc plutôt que de faire request.header plusieurs fois, je vais tout simplement mettre const API key tout simplement et je vais dire que c'est égal à ceci. Ça va me permettre d'écrire ce truc-là une seule fois et donc de me dire que si API key est égal à nul, je renvoie une authorized et en l'occurrence là, je récupère donc API key. Donc ici, il faut que j'utilise également API key. Donc là, je récupère les utilisateurs. Je veux dire que si ça me renvoie aucun utilisateur, s'il y a personne, et bien dans ce cas-là, if users
.length, donc si la longueur de la liste des utilisateurs est égale à 0, s'il n'y a pas d'utilisateurs qui ont cette clé API là, et ben je retourne encore une fois unauthorized, c'est-à-dire que ça existe pas, enfin ta clé API c'est de la merde, elle correspond pas à un utilisateur, ça veut rien dire. Donc si je regarde encore une fois sur Postman, que je fais envoyer, là j'ai une erreur. J'ai une erreur, pourquoi? Je sais pas encore. Qu'est-ce que c'est que cette erreur? À mon avis, je sais ce que c'est que cette erreur, c'est que locals.user.id, ça existe pas. Il faut que je commande cette requête là, et donc si je commente avec /étoile si à nouveau donc je fais envoyer, là j'ai toujours une erreur, donc j'ai peut-être oublié encore quelque chose. Ok, là j'utilise database, mais database je l'ai pas importé, il faut que je l'importe puis Better SQLite 3, c'est pour ça. Donc là j'ai fait contrôle espace juste pour proposer l'importation, et là ça a ajouté, voyez, import database for Better SQLite 3, et donc là si je fais enregistrer et que je fais à nouveau envoyer, je n'ai plus d'erreur. Par contre je ne suis pas autorisé parce que coucou, ce n'est pas une clé API. Si je regarde ici, je n'ai pas d'erreur, j'ai rien qui s'est passé étant donné que j'ai pas mis de log, mais c'est normal, la clé API elle est pas bonne, elle correspond à aucun utilisateur. Donc là maintenant, si je vais regarder dans mon interface de mon logiciel, ici j'actualise, voilà, j'ai la possibilité de voir ma clé API. Donc ça normalement c'est une bonne clé API. Donc si je copie ce code là et que je colle ici dans la valeur et envoyer, effectivement on me répond OK. Si par exemple j'enlève une lettre, et ben là c'est plus valide, je suis plus autorisé parce que ma clé API n'est pas bonne. Mais si je mets la bonne clé API et que j'envoie, effectivement la réponse est OK, donc ça fonctionne. Maintenant quand je fais get sur les products, j'aimerais que ça m'envoie la liste des produits, pas juste OK, parce que sinon ça sert à rien. Donc cette requête qui me permet de récupérer les products, tout simplement. Donc je sélectionne tout dans la liste. Donc moi je veux sélectionner, j'ai même pas besoin de sélectionner user ID, je veux juste ID et article. Donc je vais sélectionner ID et article dans la table liste where user ID, et dans ce cas-là, donc c'est pas locals.userid. Pour récupérer le user ID, eh bien je prends les utilisateurs qui ont été sélectionnés. En l'occurrence, il y en a un seul, donc je prends user, je prends le premier, on commence à 0 en programmation, et ensuite je récupère son ID tout simplement, l'ID de l'utilisateur. Et là, normalement, je récupère la liste de mes produits. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit que je voulais dans ma documentation? J'ai dit que je voulais répondre message OK, products avec la liste des produits. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un objet tout simplement. Et ici, je vais répondre message OK. Donc ça, jusque là, c'est bon. Et je veux répondre également products. Et voilà, c'est tout. Parce que là, j'ai la liste des produits qui est récupérée et je veux répondre products. Également, ici, je trouvais que ce serait plus cohérent du coup de mettre le unauthorized dans un message. Donc, si je fais copier tout simplement, coller de cette manière, et ça me permet, voilà, d'afficher message unauthorized plutôt que d'afficher juste unauthorized tout seul. Donc là, je fais ceci. Et donc, dans ce cas-là, maintenant, normalement, si je me suis pas planté, l'API est fonctionnelle au complet. Donc là, si je vais faire une requête avec Postman, effectivement, j'ai la liste des produits qui est affichée, mais j'ai pas de produits. Donc, il y a une liste qui est vide. Moi, j'aimerais avoir des produits. Donc, je vais créer la salade et le fromage pour essayer d'avoir exactement la même réponse que j'ai dans mon exemple. Donc là, j'ai pas de produits, évidemment. Donc là, si je fais salade et que je fais également fromage, j'ajoute. Et là, si je fais à nouveau ma requête, attention, tenez-vous bien. Effectivement, j'ai mes produits, mon message, tout est bon, la requête est OK. Et si j'enlève une lettre dans la clé API pour qu'elle soit plus bonne et que je fais envoyer, effectivement, j'ai le message unauthorized. Donc, tout s'est bien passé. C'est exactement ce que j'attendais. Donc, je remets mon N et là, tout fonctionne. Tout est nickel. Donc, on a créé notre API pour la requête get. Donc, je vais pouvoir aller cocher les cases dans mon plan. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vérifier qu'il y a une clé API. C'est bon. Vérifier que l'utilisateur existe et récupère son numéro. Oui. Lister les produits. C'est bon. Renvoyer une réponse. C'est bon. Tester avec Postman. Ça, c'est fait. Et maintenant, il va falloir que je teste dans N8N. Ce que j'imagine faire, c'est déjà d'aller sur N8N et je fais un formulaire dans lequel on me demande quel plat je veux faire. Donc, par exemple, je fais un formulaire et je dis votre plat. Et donc là, je veux, par exemple, que voulez-vous manger? Par exemple, je vais mettre des lasagnes. OK? Et donc, si j'enregistre, logiquement, en regardant sur l'URL du formulaire, donc je vais me mettre sur l'URL, je teste. Effectivement, j'ai un petit formulaire qui me demande que voulez-vous manger. Et donc, si je mets par exemple ratatouille et je fais submit, là, le formulaire a été soumis. Et si je regarde dans les exécutions, je vois que en copiant dans l'éditeur, j'ai récupéré que voulez-vous manger ratatouille. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, il va falloir que je crée un agent IA qui va pouvoir communiquer avec mes listes. Donc, je pense qu'en fait, cette étape-là de tester dans N8N, je la ferai juste après. Je pense que c'est plus malin de se mettre ça un peu plus loin au moment où on va créer l'agent IA. Donc, tester dans N8N, je vais l'enlever. Et donc, voilà, l'API get, ça c'est bon. Et maintenant, je vais créer l'API
de delete pour supprimer un élément. Donc comment je crée l'API delete? Déjà, je vais regarder la documentation. Je veux juste que ce soit sur API v1/products/6, donc le numéro du produit. Donc pour faire ceci, on va regarder notre fichier. Donc là, on a déjà API v1 products et maintenant on veut que quand on va sur le numéro du produit, on ait une méthode delete. Donc je vais rajouter quelque chose entre crochets en fait pour mettre un paramètre dynamique, c'est-à-dire une URL qui peut changer. Eh bien, je mets entre crochets avec Svelte-Kit ID. Ensuite, je mets plus server.js. Là, ça me permet de créer une route. Donc là, si j'ai envie de copier-coller par exemple la première route que j'avais faite, ça va me permettre d'avoir un petit bout de code déjà écrit. Et si je regarde maintenant, si je vais dans Postman, je vais peut-être dupliquer la fenêtre pour avoir voilà toujours ma requête get et ensuite essayer avec une autre requête. Et si je fais /6 par exemple pour le numéro 6, et bien là, j'ai toujours exactement la même chose, normal. J'ai fait en sorte que sur slash, mais je peux mettre slash ce que je veux, et bien ça fasse toujours la même chose. Donc parce que j'ai fait un copier-coller, hein, j'ai fait exactement la même chose que dans la requête sans le slash. Donc maintenant, on va modifier puisque ici, donc là c'est sans le slash, c'est la liste des éléments. Et ici, je veux la possibilité de supprimer quelque chose. Donc déjà le get, je pourrais quand même le conserver. Pourquoi pas, pour récupérer un seul produit. Ça peut être intéressant. Donc du coup, il va falloir que je récupère l'ID qui est ici, le numéro du produit. Pour ça, je vais sur params. P-A-R-A-M-S. Params. Et donc ici, ça me permet de récupérer l'ID. Donc je vais faire const ID et donc c'est params.id tout simplement. Et donc là, je récupère l'ID qui est dans l'URL. Ensuite, dans la liste, plutôt que de récupérer products, je vais récupérer un seul produit, donc product. Et ici, je mets 2 points et je prends par exemple products 0, donc le premier élément de la liste. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux pas sélectionner seulement celui qui a tel user ID, je veux également qu'il ait tel ID, tout simplement. Et donc ici, je vais pouvoir mettre l'ID du produit. Vous vous souvenez, si je mets juste ID, ça représente cette variable-là. Donc là, en l'occurrence, quand je vais dans ma liste, je vais aussi faire en sorte que s'il y a aucun élément qui a cet ID-là dans la liste, donc si la liste produit est vide, eh bien, je vais lui dire que le produit dont l'ID est celui qui cherche, il n'existe pas. Donc peut-être c'est une erreur 404, on va voir. Je veux récupérer la longueur de ma liste. Si c'est égal à 0, eh bien dans ce cas-là, le produit n'existe pas. Je fais un return, je veux retourner du JSON, je veux retourner dans un premier temps un message qui dit product does not exist. J'enregistre et je vais également mettre un code d'erreur. Alors je pense que 404 pourrait faire l'affaire. Je vais mettre status 404 tout simplement. C'est une erreur 404 not found, non trouvé. Et donc là, si je fais par exemple products/6 et que je fais envoyer, effectivement, product does not exist puisqu'il n'existe pas. Par contre, si je regarde, le produit 1 et le produit 2, ils existent tous les deux. Donc si je fais /1 et que je fais envoyer, effectivement, je récupère le produit d'ID 1 avec l'article salade. Et si je mets 2, est-ce que je récupère bien? Oui, c'est bon, je récupère le fromage avec l'ID 2. Donc ça, c'est top. Maintenant, on va faire le delete. C'est ce qu'on voulait faire au départ, mais je me suis un petit peu étendu pour faire le get. Quand on fait juste un get, ça récupère tous les produits. Et quand on fait /l'ID du produit, bah, ça ne récupère que le produit en question. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, pour le delete, donc je vais encore dupliquer ma fenêtre et je vais mettre delete tout simplement. Et ici, quand je fais envoyer, on me dit delete method not allowed. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas encore pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est créer une fonction qui s'appelle delete, tout simplement. Aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que je peux garder? Bah, je vais tout garder pour l'instant et je vais supprimer au fur et à mesure ce qui m'intéresse pas. Donc là, je fais un copier-coller et ce n'est plus du get, mais c'est du delete. Et maintenant, je veux supprimer mon produit. Donc ici, tout ça, ça concerne la vérification de l'utilisateur. Donc là, je pourrais faire une fonction qui le fait et je l'écris une fois et je la mets partout. En l'occurrence, j'ai un petit peu la flemme, donc je vais juste faire la suppression. Et donc, j'ai pas besoin de regarder si il s'est passé quelque chose. La réponse, j'ai pas besoin de renvoyer de produit puisque je le supprime. Et là, je mets, par exemple, j'ai dit que je disais product deleted. Donc là, je copie, je colle, product deleted. Et ici, la requête SQL, c'est pas la même. Je veux supprimer, delete from. Donc, dans quelle table? La table list, where je supprime dans la table list l'élément dont le user ID est l'user ID de mon utilisateur et l'ID est tel ID. Donc là, plutôt que de faire all, je crois qu'il faut faire exec ou quelque chose comme ça. Je sais plus comment on exécute quelque chose en SQL. Donc je vais regarder tout simplement le code qui avait écrit, comment j'avais fait pour supprimer un élément, delete from list, et j'avais fait .run. Voilà, donc c'est .run qu'il va falloir que je fasse.
Donc .run tout simplement. Et là, logiquement, si je me suis pas planté, donc ça sert à rien d'enregistrer products vu que je ne l'utilise plus. Donc si je me suis pas planté, ça permet de supprimer via l'API un produit. Donc là, si je fais une requête get, effectivement là j'ai 2 produits. Donc si je veux supprimer l'article numéro 2, donc je fais API v1 products 2 avec la méthode delete. Et si je fais envoyer, là, je vois product deleted. Donc, a priori, ça devrait avoir marché. Et si maintenant, je retourne dans mon API qui permet de lister et que je veux renvoyer la requête, effectivement, je vois qu'il n'y a plus qu'un produit. Il n'y a plus que la salade. Si, évidemment, je récupère le produit d'ID2 et que je le fais renvoyer, eh bien, on voit que product does not exist. Mon produit numéro 2 n'existe plus. Et si j'essaye de le supprimer, bon, là, il me dit product deleted. Ça n'a aucun intérêt, en fait, de dire que le produit n'existe pas quand on le supprime. On s'en fout. On le supprime s'il existe. Donc, voilà, on dit product deleted. Et c'est tout. Donc ça, c'est assez intéressant. On a fait donc la suppression. Donc je vais pouvoir aller regarder dans mon plan et on a fait la suppression. Donc je peux cocher toutes les cases. On a testé dans Postman également. Et maintenant, il faut qu'on fasse la création. Donc pour créer un produit. Ça aurait été plus logique d'ailleurs de faire la création avant de la suppression, mais c'est pas grave. On va le faire maintenant. Donc pour faire la création d'un produit, c'est du post. Donc si je regarde ici, je vais dupliquer ma fenêtre encore une fois et c'est du post pour créer quelque chose. Donc ça sert à rien de mettre un numéro, il n'y a pas d'ID quand on crée quelque chose parce que l'ID il arrive après. Et si je regarde un petit peu dans ma documentation, ce à quoi je m'attendais sur le post, voilà. Donc c'est que je mets un body qui contient tomate, ça permet d'ajouter un produit, je mets un body qui contient tomate sur API /product et ça me répond que le produit est créé avec l'ID 3 en l'occurrence. Si c'est le 3e produit. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, API v1, on a la méthode post. Maintenant, il faut que je lui mette un body. Donc, si je lui mets, c'est ce truc-là qu'il me faut, en fait. Copier, coller. Donc, voilà. Body avec name tomate. Si je fais envoyer, bah voilà, post method not allowed. C'est logique, étant donné que j'ai pas encore créé ma méthode. Donc, là, je vais encore une fois faire un copier-coller parce que c'est plus simple pour moi. Alors, je vais le faire, du coup, c'est pas dans /id, hein. C'est juste à l'accueil. C'est pareil que pour lister les produits, c'est au même endroit. Donc là, je vais copier, je colle. Et là, c'est la méthode post. Donc, tout ce qui est vérification de clé API, ça ne va pas changer. Par contre, je veux récupérer également le body, donc le corps de la requête, ce qu'elle contient. Donc, pour ça, je vais dans request. Donc, je vais dire le corps, par exemple, le corps de ma requête est égal à request.json. Voilà, avec un await, puisqu'on attend la conversion du JSON. Ça, et du coup, devant, je mets async function, puisque c'est une fonction asynchrone, étant donné qu'il y a un await, on attend quelque chose, et donc, du coup, on est obligé de faire ceci. Donc là, je vais juste faire un console log pour l'instant du corps, pour voir si j'arrive à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Logiquement, ça devrait faire exactement la même chose que le get pour l'instant, sauf que ça m'affiche le corps de ma requête ici. Donc là, si je retourne dans mon API post et que je renvoie, ce coup-ci, ah bah, j'ai une erreur interne, donc on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Name, parameter name not allowed in this context. Ok, parameter name not allowed in this context. Je suis incapable de comprendre pourquoi on m'a dit ça. Export async function post. Là, je comprends pas par contre. Duplicate parameter name not allowed on this context. Ah, je sais. Regardez. J'ai la méthode qui est get et ici, j'ai fait un copier-coller. Non, ça s'appelle post. Ça s'appelle pas get non plus. Donc là, je sais vraiment pas d'où peut venir le problème. Donc je vais demander à ChatGPT. Je vais faire un copier de mon code. Je vais sur ChatGPT. Je lui donne mon code et je lui dis l'erreur et on va dire ce qu'il me dit. Tu comprends le problème parce que moi je le vois pas là. Oui, l'erreur vient de cette ligne dans ta fonction post. Ah ben, ok. J'ai mis 2 fois request. Ça sert à rien. Ça existait déjà. Ça sert à rien non seulement et en plus c'est pas autorisé. Donc maintenant, logiquement, si je refais du coup ma requête, est-ce que j'ai une erreur? Non, je n'ai pas d'erreur. Par contre là, ça me renvoie du coup la liste des produits. C'est pas ce qui m'intéresse, mais en l'occurrence, c'est parce que j'ai pas encore fait la modification. Mais je récupère, en tout cas, le corps de ma requête. Vous voyez que j'avais fait console log du corps et je récupère name tomate. Donc c'est exactement ce que je voulais. Donc maintenant, il va falloir que je crée ma tomate. Donc pour créer ma tomate, déjà je vais récupérer le name. Donc const name est égal à core.name. Et du coup, si je vais ici, donc je vérifie mon utilisateur, ça c'est bon, je conserve. Et ici, je vais non pas sélectionner quelque chose, mais créer quelque chose. Donc c'est insert. C'est une requête d'insertion. Insert into, c'est la table list. Ensuite, je vais insérer des valeurs, values. Donc, je vais insérer, je ne sais plus comment on fait une insertion. Donc, je vais encore une fois regarder comment j'avais fait. Insert into list, article, user ID. OK.
je vais copier ça. Je vais faire exactement la même chose que ce que j'avais fait la dernière fois. Donc je vais copier juste le truc tout fait et je le colle au bon endroit. Donc je fais ça. Voilà, connection.prepare. Donc là, je vais faire aussi const result pour avoir le résultat de ce que fait cette requête. Et je veux insérer dans list article et user ID. Donc le user ID, eh ben, c'est user0.id du coup. User0.id. Et ensuite, le nom de l'article, j'ai dit que je l'avais appelé name. Donc je vais mettre name tout simplement. Et ensuite, logiquement, donc là, l'insertion devrait être faite. Et là, je vais juste lui renvoyer le result pour voir ce que ça fait. Maintenant, je vais exécuter. On va voir ce qui se passe. Donc là, je vais créer les tomates normalement. Là, je vois, voilà, result, changes, last insert to ID. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est pas renvoyer exactement ça. C'est, si je regarde ma documentation, je voulais lui renvoyer product avec ID et name. Donc pour faire ça, je vais tout simplement renvoyer product. Pour récupérer l'ID, on va regarder juste la réponse qu'il m'avait donnée dans result. C'est last insert for ID. Donc je vais copier ça. Donc du coup, l'ID est égal à result.lastInsertForID et le name, c'est tout simplement égal à name. Donc ça sert à rien de le réécrire. Là, c'est tout bon. Si maintenant j'ajoute une deuxième fois ma tomate, eh ben, je vois que le produit a été ajouté, qu'il a l'ID 4 parce que j'ai ajouté 2 fois tomate. Donc c'est le 4e tomate et il a le name tomate. Donc là maintenant, si je fais à nouveau ma requête qui me permet de récupérer les articles, eh bien, on voit que j'ai la salade et que j'ai 2 fois tomate. Donc logiquement, mon API pour créer est fonctionnel. Tout est bon pour moi. C'est top. Je suis trop content. Je la précise un petit peu puisqu'il y a une deuxième requête get possible qui est simplement get API v1 product. Plutôt que de mettre 6 ici, je pourrais mettre 2.id pour dire que c'est un paramètre qui peut changer et qui s'appelle ID. Et ici, je peux mettre 2.id également. Donc récupérer un produit. Donc sans S. Et ici, je dis product. Et en l'occurrence, imaginons que je vais récupérer juste la salade. Voilà, donc j'ai fini un petit peu la documentation, j'ai fignolé, supprimer le produit, numéro 6, bon si on veut, récupérer un produit, supprimer, je vais mettre tout simplement un produit, ce sera plus simple. Et donc j'étoffe un petit peu ma documentation. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, ok, tout ça c'est tout bon. Et maintenant, j'aimerais bien créer un agent sur N8N qui va pouvoir se servir de mon API pour me créer automatiquement mes produits de ma liste de courses quand je lui demande une recette tout simplement. Donc pour ça, il y a quand même une petite difficulté qui est qu'il va falloir que je déploie mon application. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je la mette sur Internet pour qu'elle soit accessible et que je puisse l'utiliser dans N8N. Donc du coup, j'ai oublié peut-être une étape dans mon plan, c'est déployer sur un VPS tout simplement. Donc là, j'ai un VPS que j'utilise pour les vidéos, donc je vais faire exactement ça. Mais ce que je vais faire d'abord du coup, c'est un commit pour mettre sur GitHub en fait toutes les modifications que j'ai faites, puisque là j'ai créé complètement l'API de mon système, donc c'est très très cool. Create a complete API. Ça, c'est incroyable. J'ai créé une API complète. D'ailleurs, je pourrais faire la documentation à un endroit, peu importe. Donc là, je vais ajouter ça. Je valide et je fais synchroniser. Et du coup, tout est synchronisé sur GitHub. Ça va me permettre de le récupérer plus facilement dans un serveur pour le déploiement. Donc là, je vais faire le test très très rapidement. Je vais pas m'amuser à faire un truc très très compliqué. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'adresse IP de mon serveur, c'est celle-là. Et donc là, j'ai l'accès à mon serveur. L'idée, c'est qu'il va falloir que je copie l'application que j'ai créée. L'application, elle s'appelle Course. Et donc, il va falloir que je la clone depuis GitHub. Donc là, je vais ouvrir GitHub et puis on va essayer de retrouver le truc. Là, mon application qui m'intéresse, c'est Course et il va falloir que je fasse code et que je fasse un copier tout simplement ici. Et donc ici, en retournant sur mon serveur, je peux faire git clone logiquement avec l'adresse de mon dossier. Est-ce que je veux connecter? Yes, tout me va. Et si je retourne, donc si je vais dans CD Course, le dossier n'existe pas. Effectivement, ça n'a pas marché. Are you sure you want? Warning. Permission denied. Public key. Could not read remote repository. Donc, il n'est pas public ce dossier. Je ne sais pas. Si, il est public. Peut-être qu'il faut que je fasse via HTTPS. Ce sera peut-être plus simple. Donc, on va essayer git clone. Je colle. J'ai pas mal galéré sur le déploiement. D'ailleurs, si une vidéo sur le process vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Pour vous résumer, j'ai réussi à cloner le projet, mais pas à lancer l'application, parce que mon port était déjà pris par un autre système que je n'ai pas réussi à arrêter. Ensuite, j'ai eu un bug avec SQLite que je connaissais et que donc j'ai corrigé relativement facilement. Et finalement, j'ai fini par faire un vrai déploiement complet avec un nom de domaine sur un autre serveur.
Donc je vous passe toutes les galères que j'ai eues pendant le déploiement de l'application parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo et on est parti là, notre application est sur course.tmotion.fr, je peux me connecter et je peux ajouter un élément, si je mets test, que j'actualise, effectivement ça s'enregistre, coucou, ça fonctionne et j'ai bien mon API key. Donc là logiquement avec Postman je vais pouvoir faire exactement les mêmes requêtes mais sur course.tmotion.fr. Donc si je vais sur Postman et que je me mets par exemple ici dans course.tmotion.fr et que je renvoie cette requête, là je vais avoir une erreur, vous allez voir pourquoi. Could not send request si je recommence. Ah oui, j'ai rajouté un hash sans faire exprès. Voilà. Unauthorized. Pourquoi? Parce que la clé API, c'est plus la même évidemment sur ma version déployée. Donc je peux copier la clé API, je peux la coller juste ici et si je fais envoyer, effectivement ça fonctionne, j'ai test et coucou qui arrive. Donc mon API est 100% fonctionnel. C'est trop bien. Je suis content. Maintenant, je vais pouvoir du coup l'utiliser dans mon logiciel d'automatisation N8N. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est aller sur N8N. Là, c'était mon formulaire, votre plat. Et ici, j'ai mon workflow. Et donc, l'idée maintenant, ça va être de créer un agent IA. Donc, je vais pouvoir me mettre dans Advanced AI et je vais prendre le AI agent. Et l'idée, c'est que le AI agent, eh bien, il faut que je lui mette un modèle de langage, donc je vais peut-être lui mettre un modèle de OpenAI et je veux qu'il utilise GPT-4, GPT-4 Mini, ça ira très très bien. Alors il a besoin d'une mémoire, qu'est-ce que je peux lui mettre? Simple Memory, on verra, c'est lui qui se débrouille tout seul. Est-ce qu'il y a besoin de Session ID? Je sais pas ce que c'est que ça. Maintenant, dans les tools, et ben voilà, c'est là que je vais pouvoir lui donner mes outils. En l'occurrence, je vais lui donner toute mon API. Donc voilà, déployer l'application, ça c'est fait. Et il va avoir accès donc à ça, etc. Donc là, il va falloir que je crée une par une toutes mes requêtes pour qu'il puisse les utiliser. Donc je vais mettre API request, la description. Je vais mettre récupérer la liste des produits. Ok. Ensuite, c'est une get et donc c'est sur API, V1, etc. Il faut bien se dire que c'est sur course.tmotion.fr. Ok. Donc là, je vais coller ça. Donc c'est course.tmotion.fr/API V1 products. OK. L'authentification, je vais le mettre dans les headers, donc je vais mettre headers. Ici, donc c'est provided by model, non, parce que là, je vais le remplir moi-même. Donc c'est l'API key. L'API key, je l'ai juste ici. Si je mets donc ceci, comment il s'appelle le header exactement? Il s'appelle API key, c'est écrit exactement comme ceci. Donc je vais pouvoir le rajouter aussi dans N8N. Donc là, j'ai configuré l'API key dans le header. Ensuite, j'ai besoin, donc là je vais lui mettre un nom, je vais mettre lister les produits. Ok. Récupérer la liste des produits. Donc ça lui permet de récupérer la liste des produits. Je lui mets l'API key et c'est tout. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Donc je vais faire enregistrer. Donc ça sert à lister les produits. Maintenant, je vais lui mettre un deuxième outil qui sert à récupérer un produit. Donc récupérer un produit. Ok. Et ensuite, donc l'URL pour récupérer un produit, c'est quasiment la même, sauf que maintenant, il y a un paramètre dans l'URL. Comment je fais? En fait, j'avoue que j'ai jamais fait ça. Et je me dis, ce serait trop bien d'essayer. You can use placeholder for any part of the to be filled by the model. Ouais, c'est ça. Donc, il faut effectivement que j'utilise placeholder. Et c'est tout. Donc là, j'ai pas compris. Je vais regarder la documentation request tool node. Ok. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'exemples. Alors, comment ils font? That's start. Ok, donc logiquement, je pense que, si j'ai bien compris, je dois pouvoir utiliser en fait product ID juste en faisant ça. J'espère que ça fonctionnera. Si ça fonctionne pas, on essaiera de corriger. Donc là, j'ai récupéré un produit, listé les produits. Je vais dupliquer, récupérer un produit parce que maintenant je vais supprimer un produit. Je vais prendre la documentation. Donc supprimer un produit, c'est la méthode delete et c'est exactement la même chose qu'ici. D'ailleurs, j'ai oublié d'envoyer les headers pour lui mettre l'authentification. Donc là, hop, je vais copier la clé API. Je la mets partout. Donc c'est dans le field below et en faisant de la même manière ici, dans le field below, comme ça. Et tout en haut, je vais pouvoir mettre le nom du paramètre API key. Donc là, je mets API key et là, je mets API key. Et donc là, ici, c'est donc supprimer un produit, l'outil. Supprimer un produit, c'est la même URL et j'ai juste besoin de l'API key et c'est tout. l'ID du produit. Donc là, je peux récupérer un produit, lister les produits, supprimer un produit. Et maintenant, il faut que je puisse créer un produit. C'est surtout ça qui va m'intéresser d'ailleurs. Donc, créer un produit, je crée une nouvelle HTTP request. Ensuite, je vais faire ajouter un produit. Là, je vais l'appeler créer un produit. Voilà. Ici, je mets mon URL. Donc, l'URL, c'est la même chose que pour lister les produits. Voilà. C'est la méthode host. Attention. Je veux lui envoyer un paramètre qui
qui est donc son API key. Donc, il faudrait que j'utilise le paramètre API key. Et la clé API, je l'ai juste ici. Donc, je copie et je colle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on envoie un body? Bah oui. Oui, parce que le body, c'est là que je vais pouvoir dire, OK, je veux tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre. Donc, en l'occurrence, quand j'envoie la création d'un produit, je peux juste mettre name pour le nom du produit. Donc là, je vais juste mettre name et ensuite c'est provided by model, OK, and is required. A priori, c'est bon. On va voir ce qui se passe. Si je fais save, j'espère que ça va marcher. Sinon, je suis un petit peu dégoûté. Donc, c'est le moment de tester. J'ai jamais fait ça. Et c'est cool. Je le fais en vidéo. J'aurais pu préparer la vidéo. J'avoue, ça aurait été peut-être un peu plus fluide pour vous, notamment au niveau du déploiement. Mais j'ai préparé le début. C'est déjà ça. Et du coup, là, si je vais sur mon formulaire, donc je vais essayer de récupérer l'adresse de mon formulaire et que je vais remplir quelque chose. Donc, je vais faire, voilà, lasagne, c'était bien. Donc, je vais mettre lasagne. Et là, je regarde ma liste de courses. Est-ce que j'ai quelque chose qui se crée? Apparemment non. Je pense qu'il y a des erreurs, mais on va voir ce qui se passe. Là, dans exécution, voilà, j'ai une erreur instantanément. Donc, on voit que ici, il a voulu créer un produit, mais il y a une erreur. The name of this tool is not valid. Alphanumeric string. Ah, d'accord. Dans le nom du truc, il faut pas que je mette des accents. Donc, si j'enlève l'accent, peut-être que là, ça marche. Donc là, je vais faire pareil. Je vais enlever, récupérer un produit. Je suis pas sûr que ce soit ça, hein, mais au moins, j'enlève les accents. Comme ça, je prends pas trop de risques. Hop, voilà. Là, j'enlève également l'accent. Je sais pas si c'est ça, hein. On espère que c'est ça. Et on va retenter une deuxième fois. Donc, les lasagnes. Je submit. Et là, je regarde. Est-ce qu'il y a des trucs qui se créent? Bon, pour l'instant, non. On va regarder ce qui se passe dans le workflow. Et j'ai toujours une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il y a ce coup-ci? Error in subnode. Supprimer un produit. The name of this tool is not valid alphanumeric string. Ok. Donc, l'ID du produit. C'est peut-être à cause du point. Je sais pas, quand je mets des points, peut-être que ça marche pas non plus. Donc, je vais corriger ça. Je vais enlever le point aussi ici. Ok. On va retenter lasagne. Submit. Là, je regarde. Donc, j'ai une nouvelle erreur. C'est la memory. No session ID. Expected to find the session ID in an input field. This is what the chat triggers, not output. Bon, tant pis, je lui mets pas de mémoire pour l'instant. On va voir ce que ça donne sans mémoire. On retente. Nouvel essai. Lasagne. Je submit. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai une nouvelle erreur. Pourquoi? Et là, il me dit expected to find the prompt in an input field called chat input. Ok, donc là, j'ai oublié de mettre un prompt. Effectivement, il faut que je lui donne une instruction. Non, connected to chat trigger. Non, define below. Donc là, je définis mon prompt. Donc je vais lui dire à l'IA qu'est-ce que je veux. Donc voici un plat. Voilà. Et je vais lui dire, je veux que tu crées tout ce qui est nécessaire dans ma liste de courses pour réaliser ce plat. Voilà, donc là je lui donne juste cette instruction-là et je fais save. On va voir ce que ça donne maintenant. Voilà, j'ai peu d'espoir encore une fois, mais peut-être que c'est la fois où ça va marcher. Donc je submit et là, si on regarde dans executions, là c'est toujours running. Donc on va voir ce qu'il est en train de faire. Si je regarde dans mes courses, à mon avis, il a déjà fait des trucs. Oh là 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 là. Vous voyez, regardez, il a déjà créé des choses. Donc il a créé des choses dans ma liste. Et là, donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est toujours en cours. Donc si je regarde un petit peu, est-ce que si j'actualise, je vois que voilà, l'exécution est terminée. On va regarder ce qui s'est passé. Donc, j'ai créé tous les ingrédients nécessaires pour réaliser des lasagnes dans votre liste de courses. Voici ce qui a été ajouté. Voilà. Vous pouvez maintenant préparer votre plat. Ok, donc là, c'est top. On a créé un agent qui crée notre liste de courses. Donc, ce qui serait cool, c'est de faire une conversation avec cet agent, mais je sais pas comment on fait les conversations. Donc, je vais essayer d'utiliser un template IA et de mettre AI templates. Peut-être pas comme ça. Basic LLM chain. Peut-être que c'est ça qu'il me faut. Ça fait quoi, Basic LLM chain? Non, c'est pas ça. Je ne sais pas exactement comment je pourrais faire ça. Dans un chat, ce serait assez rigolo, quoi, de l'utiliser. Donc, peut-être que je peux lui mettre un simple memory et que je peux lui relier également, donc, non pas un on-form submission, mais un chat, on-chat message. Voilà. Et ici, voilà, comme ça, ce serait un chat. Et du coup, plutôt que de lui mettre que voulez-vous manger, je vais mettre connected to chat trigger. Ok. Et là, du coup, potentiellement, si je fais open chat, ok. Là, j'ai peut-être créé un chat GPT qui interagit, on va dire, avec ma liste de courses. Tu peux supprimer les trucs chelous dans ma liste de courses, par exemple. Supprime les trucs chelous dans ma liste de courses.
qu'est-ce qui se passe là? Il y a l'agent qui est en train d'essayer de faire des choses. Et si j'actualise ma liste de courses, eh bien effectivement, il a supprimé mes tests. Ok. Les produits tests et coucou ont été supprimés de votre liste de courses. Si vous avez besoin d'autres modifications, n'hésitez pas à demander. Je suis vraiment trop heureux. C'est la première fois que je crée un agent IA. Et là, du coup, je suis capable de le faire interagir donc avec ma liste de courses puisque je lui ai donné tous les outils nécessaires. Est-ce que je peux lui dire, par exemple, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai acheté? Voilà. Je demande qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et donc là, il va aller regarder. Peut-être que là, voilà, il liste les produits et il réfléchit. Avec votre liste de courses, vous avez les ingrédients nécessaires pour préparer de délicieuses lasagnes. Voici une recette. Donc là, il me donne toute la recette, donc c'est top. Ok. Donc moi, j'aimerais bien qu'il ajoute à ma liste de courses de quoi cuisiner des pâtes carbonara. Donc je vais lui dire, j'aimerais aussi faire des pâtes carbonara. On va voir ce qu'il fait. J'imagine qu'il va me créer tout ce qu'il faut pour faire des pâtes carbonara. Et si c'est le cas, ça serait vraiment trop cool. Donc, recette des pâtes carbonara. Ok, mais tu as pas mis ce qu'il faut dans ma liste de courses. Parce que je veux qu'il le mette dans ma liste de courses. Donc là, regardez, il est en train de lister les produits. Donc, il regarde ce qu'il y a déjà dans la liste de courses. Et là, voilà, créer un produit. Il a créé, en fait, tout ce qu'il faut pour faire des pâtes carbonara. Donc, si je vérifie dans ma liste de courses sur l'application, eh bien là, j'ai non seulement ce qu'il faut pour faire des lasagnes, et également, si je regarde à la fin, j'ai des œufs, lardons ou pancetta, parmesan râpé et crème fraîche. Donc, il a ajouté tout ce qu'il fallait pour faire des pâtes carbonara. C'est vraiment top. Je suis assez content de cet outil. Je trouve que c'est un bon exemple qui est parlant de ce que vous pouvez faire avec une API, avec l'IA, et c'est vraiment trop cool ce qu'on peut faire. Enfin voilà, je trouve ça trop bien. Là, c'est un exemple qui est un peu pourri, je vous avoue, mais imaginez dans un logiciel, si vous arrivez à donner des outils pour interagir avec n'importe quel logiciel à votre agent IA, et bien vous avez un assistant qui peut faire n'importe quoi à votre place, donc c'est complètement exceptionnel. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez appris énormément de choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à me remercier en mettant un like, en s'abonnant, etc. Je vais continuer de faire des vidéos comme ça, gratuites, en donnant tout ce que je sais, etc. Donc abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Et j'espère voilà que ça vous a plu. Si vous voulez apprendre à coder un petit peu, à faire des trucs un peu comme je fais, je suis en train de préparer une énorme playlist avec tout ce qu'il vous faut pour apprendre à coder, pour apprendre à faire de l'automatisation, etc. Donc je suis vraiment en train de bosser là-dessus à fond pour que vraiment vous soyez capable de vous démerder, d'être vraiment autonome, et c'est gratuit. Je donne tout ça gratuitement, donc allez-y, profitez-en, cliquez sur la playlist et regardez les vidéos.